nous allons vous présenter à deux voix cette exposition en chemin vers le pays d'art et d'histoire. Et nous vous remercions d'être si nombreux ce soir pour ce beau projet qui se met en place petit à petit. Ce premier panneau, comme vous le voyez, le patrimoine est à vous. Voilà, ça c'est déjà quelque chose que l'on va partager dans tous ces mois qui sont devant nous, qu'on a déjà partagé avec les communes précédentes, puisque cette exposition qui chemine vers le pays d'art et d'histoire chemine aussi dans toutes les communes de Grand Soissons agglomération, évolue petit à petit, et donc vous verrez que le patrimoine, à travers toutes ces images que l'on va présenter et ces communes, eh bien, est très différent, très diversifié. Et ce premier panneau en est déjà une première expression, puisque vous allez retrouver l'élément phare du patrimoine soissonnais, à savoir l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes, mais on va y trouver d'autres éléments, des randonnées qui nous font voyager dans l'environnement naturel de notre territoire, des ressources bien sûr au niveau du patrimoine écrit, qui sont très importants, et puis vous verrez qu'on n'oubliera pas les enfants dans notre petit parcours. Alors, on va cheminer à travers ces panneaux à la fin de ce parcours pour vous amener tous ces éléments de compréhension. Alors, donc, sur ce premier panneau, le patrimoine est à vous, on précise un petit peu les choses. La géographie du territoire, vous la connaissez certainement très bien, mais il n'empêche que ça fait toujours bien bon de le rappeler. Nous avons la ville-centre de Soissons. Nous avons une couronne périurbaine dans laquelle effectivement se trouve votre commune. Et puis ensuite, les territoires beaucoup plus ruraux avec les petites communes qui sont un petit peu en éventail, comme ça, de façon plus ou moins régulière, au nord et au sud donc de Soissons. Donc, toutes ces communes et tous ces territoires ont des histoires, des paysages qui leur sont propres, et nous tenons dans ce programme eh bien, à mettre en valeur l'ensemble de ces identités pour les diffuser et les partager au plus grand nombre. C'est vraiment quelque chose d'important qui se fait à partir de quoi? À partir d'un label, le label Ville d'art et d'histoire, que Soissons a obtenu en 1988, donc on était dans les premières villes de France à avoir cette distinction, et maintenant la volonté est d'ouvrir ce label à l'ensemble du territoire. Donc il ne s'appellera plus Ville d'art et d'histoire, mais Pays d'art et d'histoire, quand on sera allé au bout de la candidature et qu'on aura acquis bien sûr cette nouvelle distinction. Alors, comme vous le voyez, on a des visuels qui sont très variés. La multiplicité des patrimoines soissonnais. On n'a pas pu illustrer toutes les communes avec un visuel, mais toutes les communes sont nommées normalement. Voilà. Quand on ira vers le dossier de candidature, là, bien sûr, toutes les communes seront présentées et illustrées de façon très généreuse. Donc, des Bains du Lac, donc cet équipement communautaire, on va trouver bien sûr du patrimoine médiéval, mais aussi des savoir-faire, puisque vous n'êtes pas sans savoir que cette rose a été entièrement refaite en 2017 après la tempête Egon, avec des techniques tout à fait novatrices, mais aussi reprenant des techniques médiévales. Et puis bien sûr de l'archéologie, on a une vallée de l'Aisne et des territoires qui sont marqués par des occupations, mais des paysages multiples aussi. Et là vous avez effectivement trois visuels qui nous présentent des visages très différents du Soissonnais. On va avoir effectivement les coteaux, mais aussi les plateaux avec les grandes cultures céréalières. On a une ville qui est traversée par une rivière et nous avons des territoires traversés par de multiples petites rivières. Donc chez vous, elles ont eu un rôle important, je pense aux rues Saint-Médard ou à la Jossienne, qui ont permis déjà des implantations autour de
cette utilisation de l'eau pour l'artisanat, mais aussi pour l'industrie par la suite. Donc la présence de l'eau est vraiment très importante. Et puis, on a bien sûr les carrières de pierre qui vont apporter ce matériau de prédilection pour la construction de nos maisons, nos châteaux, nos églises, les abbayes, etc. Mais qui aussi vont avoir cette particularité d'avoir été occupées par les hommes, alors soit en habitat, ce qu'on appelle de l'habitat troglodyte, mais aussi en lieu de refuge, parfois, soit pour les habitants, soit par les soldats de la Grande Guerre. Et je pense que votre territoire est très marqué aussi par des histoires assez terribles d'occupation de ces carrières par des soldats, et notamment d'effondrement. C'est un épisode de la Grande Guerre que j'évoque ici. Alors, ces paysages eh bien, sont propices à de la présence soit de la faune ou de la flore, donc particulière. On travaille beaucoup sur les chauves-souris avec le Conservatoire d'espaces naturels, donc, qui sont protégés pour certaines espèces, mais aussi nous allons avoir des orchidées tout à fait remarquables qui marquent ces paysages. Donc à chaque fois, dans toutes nos déambulations, il y a toujours des éléments un petit peu spécifiques et caractéristiques en fait du territoire et de l'identité de nos communes. Alors, on traverse les siècles avec ces paysages, bien entendu, puisque ces régions riches, traversées par nos rivières, avec la présence de forêts, donc de bois, avec également des voies de communication qui vont suivre souvent les cours d'eau, et bien rapidement des habitants, donc des populations qui vont venir s'installer sur les bords de nos rivières ou sur les plateaux. Et ici, on a le symbole d'une occupation humaine ancienne. On est sur la période du néolithique à Vorzy, et c'est le dolmen de Vorzy. Je ne sais pas si vous le connaissez. On commence un peu à le mettre en valeur avec des animations pour les journées du patrimoine ou les journées d'archéologie. On y emmène des enfants aussi maintenant de temps en temps sur ce lieu-là. Donc une occupation humaine très, très ancienne, mais donc qui est un petit peu à la base et qui montre vraiment l'intérêt de ces occupations pour les paysages soissonnés. Alors la période la plus importante, on va dire, pour nous dans l'occupation humaine et avec des réalisations remarquables, c'est le Moyen-Âge. Bien sûr, l'ensemble de notre patrimoine médiéval, je vous l'ai dit, abbaye, cathédrale, église, château. Donc votre patrimoine médiéval a malheureusement énormément souffert de la Grande Guerre, Crouy étant parmi les communes les plus détruites après 14-18. Donc l'église Saint-Maurice, qui était une jolie petite église romane, eh bien, a disparu et a été reconstruite, toujours dans ce style un petit peu roman d'ailleurs, qu'on appelle le néo-roman, après la Première Guerre mondiale. Mais par contre, on a encore de beaux vestiges avec la ferme de la Perrière, cette ferme du Moyen-Âge, qui existe encore en grande partie aujourd'hui. L'évolution de nos territoires et son enrichissement ne se dément pas tout au long du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution française, avec de belles demeures qui vont se construire souvent au XVIIe et XVIIIe siècle. On vous a mis ici le château de Vaugoin. S'il existait encore, on aurait mis le château des Clémentins, mais voilà, encore un bel élément de patrimoine qui a disparu et qui témoignait aussi, on parlait de paysage tout à l'heure, mais de la présence importante des vignes et du vin à Crouy, puisque cette demeure, cette gentilhommière ressemblait vraiment à un vendangeoir, et avec des liens tout proches avec Soissons, puisque ces différents propriétaires ont été, entre autres, la comtesse de Finf, qui a financé la construction de l'église Sainte-Eugénie à Soissons et des deux écoles qui sont juste à côté de l'église.
mais aussi, je ne l'ai pas dit dans le bon ordre, le vicomte de Barral. Vous connaissez peut-être cet hôtel de Barral qui est sur la Grande Place à Soissons, qui est un bâtiment privé qui est de temps en temps ouvert à la visite. Donc des personnages un peu illustres que l'on retrouve ici à Crouy, dans cette importante demeure qui n'existe plus aujourd'hui. Alors malheureusement, la Révolution française va mettre un terme un petit peu à l'évolution de ce patrimoine religieux, en tout cas l'occupation du patrimoine religieux. Les moines à Saint-Jean-des-Vignes sont chassés et beaucoup d'éléments monumentaux vont être soit amputés, détruits, on va les utiliser comme des carrières de pierre. C'est le cas à Saint-Jean-des-Vignes, il ne reste plus que la façade de l'abbaye parce qu'on a vendu l'église dans son entier et qu'on a récupéré les pierres pour en faire de l'argent et faire tourner une petite entreprise de maçonnerie locale. Heureusement, les démolisseurs se sont arrêtés et nous ont laissé la façade. Mais on va avoir aussi des édifices qui vont avoir d'autres fonctions. Une abbaye peut devenir un hôpital, etc., etc. Donc il y a beaucoup de changements de vocation et de fonction à la Révolution française. Et donc on a perdu un petit peu pas mal d'éléments à ce moment-là. Alors on vous a mis juste là dans les petites images, vous allez retrouver le château de Berzilsec pour le patrimoine médiéval fortifié, la crypte de l'abbaye Saint-Médard. Aussi, les liens avec votre commune sont tout à fait évidents puisque cette abbaye a été construite sur un territoire qui appartenait au roi Clotaire, et que le roi Clotaire a donné à Médard, et qui a servi en fait de lieu d'inhumation de Saint-Médard à proximité de Soissons. Donc voilà, vous avez une commune quand même tout à fait particulière et très, très intéressante dans son histoire. Alors si on tend, là également, encore une fois Crouy coche, hein, l'industrialisation, les savoir-faire et l'industrialisation. Effectivement, vous êtes un territoire qui, comme toutes les communes périurbaines que l'on a vues tout à l'heure, sont particulièrement touchées par l'industrialisation, du fait de la présence de la rivière, de l'arrivée du chemin de fer dans les années 1860 à Soissons, et puis ça va s'aimer après sur l'ensemble de ces petites communes. Et donc des savoir-faire qui vont apporter une renommée incroyable aux Soissonnais dès le 19e siècle, mais pour Crouy, ça sera surtout dans les années 60-70, 1960 ou 1970, si je ne dis pas de bêtises, avec le développement des centrales électriques et des centrales nucléaires, et donc le savoir-faire de Péquet-Tesson qui va véritablement faire rayonner la ville de Crouy sur l'ensemble du territoire. Alors ce patrimoine industriel, aujourd'hui, parfois il nous reste des éléments. Donc vous avez ici, vous reconnaissez, c'est pas loin d'ici, l'usine de Voreau à Cuffy, même si c'est un patrimoine qui a été reconstruit juste après la Première Guerre mondiale, mais on a quand même des éléments anciens avec de l'habitat ouvrier qui est encore en place rue Georges de Violaine. Donc ça c'est aussi intéressant pour expliquer aux gens, vous voyez, il n'y a pas que les usines, mais il y a aussi des ouvriers qui logent dans des logements parfois particuliers. Et je crois que vous avez une cité, je crois, sur Crouy. C'est la cité présent du jambon, oui. Pour les sucriers. C'est ça, voilà. Donc on doit être dans les années 60 également, si je ne dis pas de bêtises. Non. Le jambon a été construit entre les deux guerres. Entre les deux guerres, oui. Mais rénové beaucoup. Mais rénové beaucoup. Fortement rénové dans les années 60. D'accord. Donc on a encore beaucoup de travail à faire sur Crouy, tellement la commune est riche. Non. Et puis vous avez ici le village d'entreprise de BSL, donc aussi une entreprise qui a été complètement transformée,
remoderniser, pour créer des cellules d'accueil, de location pour les entreprises. Donc voilà un petit peu de ces paysages touchés par l'industrialisation, et donc on pourrait tout à fait imaginer toute cette mémoire à ne pas oublier et à transmettre aux générations futures. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc des patrimoines sans cesse renouvelés, parce qu'à force de dire qu'on est dans une région qui a été riche, occupée humainement de façon importante, ça va entraîner des convoitises de voisins, et effectivement les conflits, alors 19e, 20e siècle, on pourrait remonter bien avant, aux guerres de religion, etc. Mais systématiquement, le patrimoine de Soissons a été mis à mal. Véritablement, c'est quand même le 20e siècle. Et pour notre secteur, la Première Guerre mondiale qui va véritablement marquer un tournant dans nos paysages, dans le paysage de nos villages, de nos villes. Et donc, on va devoir renouveler ce patrimoine, le reconstruire avec beaucoup d'énergie. En témoignent les reconstructions menées auprès des privés ou pour le public par les coopératives de reconstruction qui étaient particulièrement dynamiques sous la houlette du sénateur Guy de Lubersac, dont nous avons à Soissons le seul monument en France dédié à l'œuvre des coopératives de reconstruction, ce grand monument qui est sur la place Saint-Christophe, qui a besoin un petit peu d'être rafraîchi, on va dire, mais qui le sera dans les mois, les années à venir. Et donc, cette reconstruction, elle va marquer notre paysage avec l'arrivée de la couleur. Et à Crouy, on a reconstruit énormément avec de la brique. Vous avez énormément de maisons rouges dans votre commune. On parle de la couleur, uniquement. C'est bien sûr parce que la brique est beaucoup moins chère que la pierre, qui pourtant était en quantité importante dans notre région, mais difficile malgré tout de reloger rapidement les habitants et surtout très vite de remettre sur pied les institutions qui vont permettre aux communes de repartir. Donc je pense à la mairie-école, donc qui est souvent le même bâtiment, c'est le cas pour votre commune, c'est le cas ici pour la petite commune de Bagneux, qui est une des plus petites du territoire. Et vous voyez donc ce côté très rythmé, très coloré, très vivant de l'alternance de la brique et de la pierre ici pour cet élément-là. On a un petit peu de patrimoine qu'on appelle art déco aussi dans le Soissonnais. En se promenant dans les rues de Crouy, je suis sûre qu'on peut trouver de très belles ferronneries art déco. Vous avez une petite poste aussi, poste télégraphe, voilà, qui date de cette période-là, qui n'est pas inintéressante non plus. Alors, on va renouveler les patrimoines aussi au XXIe siècle, avec ici ce bâtiment. Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit? Oui, voilà, c'est ça, c'est le CCEA, c'est le Centre de conservation et d'études archéologiques de Soissons, qui est une immense coquille, en fait comme une carapace, qui protège les découvertes archéologiques faites dans le département de l'Aisne. Et c'est non seulement un lieu de stockage, mais surtout un lieu d'étude. Il y a des laboratoires à l'intérieur pour les chercheurs venir étudier les éléments, les objets mobiliers découverts lors de fouilles. Et donc vous voyez que dans l'évolution d'une ville, alors ça peut être choquant pour certains, mais avec le temps, tout cela se lisse petit à petit. Mais les confrontations d'architecture entre le gothique et ici le contemporain, eh bien, vont créer des dialogues qui ne sont pas inintéressants et qui peuvent faire réagir aussi le public. Donc nous, dans nos visites, c'est un petit peu ce que l'on cherche, c'est aussi qu'il y ait des échanges, que ça soit très dynamique sur le patrimoine que l'on présente. Voilà, dans les petites images du haut, on va retrouver la Cité de la musique et de la danse de Henri Gaudin. Donc une exposition se prépare là pour le mois de avril-mai ou mai-juin à l'intérieur de la cité autour de
cet architecte, de ces architectes, le père Henri et son fils Bruno. La petite salle communale de Mersin-Évaux, qui est particulière aussi avec ses jeux de transparence et des couleurs en architecture contemporaine. Et puis ici, on vous a mis le château de Juvigny qui a été complètement reconstruit aussi dans un style néo-renaissance. Je sais que ici il y a le groupe scolaire qui n'est pas très loin de la salle où nous sommes et que je trouve aussi très intéressant d'un point de vue d'architecture, mais je n'ai pas travaillé dessus, hein, mais je pense qu'il y a des choses à faire dire un petit peu à ce bâtiment. Voilà, donc des patrimoines renouvelés et qui continuent à marquer de leur identité forte la richesse du patrimoine et du paysage soissonnais. Donc tout ça sont nos outils de travail, à Margot et à moi, pour aller vers cette candidature Pays d'art et d'histoire que Margot va vous décliner maintenant avec les 3 derniers panneaux qui nous restent. Le patrimoine, tant de formes de patrimoine, c'est finalement un bel outil à valoriser et une belle diversité de travail aussi à mener pour valoriser donc, ces patrimoines si différents. Alors on va parler un petit peu plus ensemble donc, du label Ville, Pays d'art et d'histoire qui nous intéresse aujourd'hui. On va revenir, si vous le voulez bien, rapidement sur la notion de patrimoine, comment elle apparaît en France, comment on s'en empare et comment aujourd'hui elle est redescendue entre guillemets à l'échelle des collectivités territoriales entre autres. Alors la notion de patrimoine, elle va vraiment se dessiner après la Révolution française, au moment de la nationalisation des biens du clergé et de la monarchie, où l'État là, se dote donc d'une nouvelle mission, préserver ce patrimoine, qui finalement hérite donc de toutes ces abbayes, etc. Voilà, à ce moment-là, ces châteaux, etc. Et jusqu'au XXe siècle, à peu près, donc pendant au moins 200 ans, on va rester sur une affaire d'État. Ça va être l'État qui va gérer ces patrimoines, qui va les entretenir, etc. Jusqu'aux années 60 à peu près, où les collectivités territoriales, donc là on est aussi sur les grandes lois de décentralisation, etc. de la France, et ces collectivités territoriales qui souhaitent travailler avec valoriser, et c'est vraiment prendre part à l'engagement et à l'investissement pour son patrimoine local. Et encore plus après dans les années 80. Les années 80 aussi, c'est aussi des gros changements dans la vision du patrimoine en France, puisque ce sont les créations par exemple des journées du patrimoine, qui ont 40 ans maintenant, et c'était vraiment dans les années 80. Et c'est donc dans toute cette effervescence que naît donc le label Ville d'art et d'histoire en 85. Et avec donc Soissons qui est labellisé en 88, donc finalement très tôt après la naissance du label. Aujourd'hui, on est sur près de 200 territoires labellisés. Vous avez là, donc vraiment plutôt bien également répartis en France métropolitaine et dans les dom-tom. Donc presque 40 ans après sa création, on est sur de 206 exactement territoires labellisés. Essentiellement des villes. Au départ, on labellisait vraiment des villes, et aujourd'hui, on prend finalement la composition du territoire et on réfléchit plus à l'échelle d'un territoire, parce que finalement, tout le bassin de vie autour et tout le patrimoine et toute l'histoire est aussi relié donc, à ces communes comme la vôtre, à 2 pas de la ville-centre. Vous connaissez peut-être, vous savez peut-être que les communes, les communes proches, Saint-Quentin, Noyon, Laon, Beauvais, un petit peu plus loin, sont d'autres communes labellisées Ville d'art et d'histoire aujourd'hui en Picardie, dans l'ex-Picardie. Et finalement, qu'est-ce que ce label? Ce label, c'est un dispositif du ministère de la Culture, donc qui reconnaît un patrimoine exceptionnel, mais surtout l'engagement de la collectivité pour soutenir justement ce patrimoine exceptionnel, pour le valoriser, pour le protéger, pour le sauvegarder, pour le transmettre finalement. Donc c'est le patrimoine dans tout son ensemble, comme ce que Karine nous a présenté, donc du paysage au bâti naturel, immatériel, et aussi tous ces témoignages, les récits d'habitants, etc., toute cette mémoire vivante sont aussi autant de choses à valoriser. Donc quand on dépose après la candidature, quand on est labellisé, on signe une convention donc, sur 10 ans avec la DRAC et avec le ministère de la Culture, donc, qui nous engage à tout un périmètre d'action pour valoriser justement ce patrimoine. Et les villes d'art et d'histoire doivent donc mettre un programme d'action assez varié pour la valorisation du patrimoine sous la conduite d'un animateur d'architecture et du patrimoine que vous avez là à la personne de Karine. On va passer au 7.
savez peut-être, le ministère de la Culture a d'autres outils de valorisation, des outils de protection pour valoriser des patrimoines, mais généralement, il s'attache à valoriser un seul patrimoine. Vous connaissez peut-être le label Maison des Illustres, qui lui valorise uniquement la maison, par exemple, d'un écrivain, d'un personnage célèbre, etc. Ou Jardin Remarquable, qui est, comme son nom l'indique, des parcs, des jardins, etc. à protéger. Mais le label Ville, Pays d'Art et d'Histoire, lui, s'attache vraiment à valoriser le patrimoine dans tout son ensemble. Donc bâti, matériel, paysager, naturel, bien sûr, mais aussi toutes les notions assez récentes d'architecture, par exemple, et d'urbanisme. On s'attache aussi à valoriser, à faire comprendre aussi aux habitants le cadre de vie. C'est pour ça qu'on a une photo du projet, du futur projet d'écoquartier à Crouy sur votre commune. Donc on travaille avec nos collègues par exemple de l'urbanisme, etc. dans toutes ces questions aussi de valorisation et de protection du patrimoine. Et on travaille, Karine l'a dit, avec le Conservatoire des espaces naturels par exemple pour des balades autour de la nature, pour protéger le patrimoine naturel, mais aussi avec le CAUE par exemple, le Centre de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement, avec qui on a déjà fait des projets. Est-ce que vous abandonnez la rénovation des maisons d'hommes illustres? Non, c'est pas abandonné, ça fait partie de... Oui, alors par exemple le label Maison des Illustres, c'est vraiment un label du ministère de la Culture. Là aujourd'hui on le... C'est différent. Voilà, c'est ça, c'est un autre label que le label Ville, Pays d'Art et d'Histoire. Nous on peut très bien aussi dans le cadre du label Ville, Pays d'Art et d'Histoire valoriser la maison d'un illustre ou le passage d'un personnage historique important. Et ce label pour qui finalement? Alors en premier lieu, c'est vraiment, ce label il est destiné vraiment aux habitants et aux acteurs locaux, aux élus, aux institutionnels. Vraiment l'idée de s'approprier le patrimoine pour mieux le transmettre, prendre conscience qu'on a un bon patrimoine à valoriser, etc. On a souvent l'impression que le patrimoine, c'est le patrimoine du Moyen-Âge ou avant la Révolution française, et qu'un patrimoine qui est plus récent, par exemple du XXe siècle, n'est pas vraiment un patrimoine. Mais finalement, c'est déjà un patrimoine à valoriser et à transmettre, c'est déjà une histoire, c'est déjà porteur de quelque chose. Donc les habitants, mais aussi le jeune public. Le jeune public, c'est aussi un public phare du label Pays d'Art et d'Histoire. On a par exemple l'architecture et du patrimoine, une coordinatrice des actions éducatives, qui travaille donc aujourd'hui, vu que c'est uniquement la ville qui est labellisée, elle travaille essentiellement à l'échelle des établissements scolaires de Soissons même. Mais de la crèche à post-bac, elle travaille donc avec des animations autour du patrimoine, etc. Des ateliers pédagogiques et plein d'actions avec ce public-là. En troisième lieu, les touristes, bien sûr, parce qu'une offre culturelle et patrimoniale bien encadrée, bien organisée, ça donne forcément plus envie aux visiteurs de passage de rester un petit peu plus sur notre région et d'en apprendre vraiment davantage. Et en dernier lieu, c'est les publics qu'on dit éloignés ou empêchés de la culture. Donc ça peut être des personnes porteuses d'un handicap, mais aussi avec des difficultés sociales par exemple. Donc, 4 grands types de publics, donc finalement qui s'adressent à tous, et donc autant de formes de médiation, on appelle ça des formes de médiation, mais finalement c'est comment on transmet ce patrimoine. Donc des visites guidées, assez classiquement, là vous avez une visite guidée de l'église de Vorzy par exemple, des visites à vélo, des ateliers pédagogiques, mais également de la réalité virtuelle. Aujourd'hui, on travaille aussi sur toutes ces questions-là. De qualité, mais qui nécessite aussi des engagements. Il y a forcément une contrepartie. Afin de structurer donc, cette politique patrimoniale, donc l'État demande donc, aux collectivités territoriales de s'engager dans tout un certain nombre de choses, de techniques, pour apporter un soutien à la fois technique et financier après aux collectivités. Comment les collectivités doivent s'engager? En recrutant donc, par exemple un personnel qualifié. On fait appel aujourd'hui pour nos visites à des guides conférenciers cartés par le ministère de la Culture. N'importe qui ne peut pas guider aujourd'hui sur une ville ou un pays d'art et d'histoire. Il faut vraiment être certifié par le ministère. Vous avez par exemple une belle photo là de notre équipe de guides. Le recrutement également, on l'a dit tout à l'heure, d'un animateur de l'architecture et du patrimoine. Et également des brochures chartées. Donc quand on ne connaît pas trop, on ne fait pas trop attention, mais maintenant quand on visite en vacances un peu partout, vous y penserez, c'est toujours la même charte graphique finalement, pas la même couleur, mais voilà, les mêmes petits dessins, les mêmes petits décors, qui ornent tous les documents Ville, Pays d'Art et d'Histoire de toutes les programmations patrimoine des villes, Pays d'Art et d'Histoire. La charte graphique que vous retrouvez au-dessus de Karine, là, justement.
juste au-dessus. Et on a différentes... il y a toute une politique éditoriale aussi dans ces petites brochures. C'est les rendez-vous. Toutes les programmations s'appellent rendez-vous, partout dans toutes les villes. Les explorateurs, c'est des activités jeunes publics. On a aussi des parcours qui sont plutôt des itinéraires, ou des focus qui sont plutôt un document uniquement sur un patrimoine, sur une abbaye, un château, etc. Et le dernier engagement pour une ville, pays d'art et d'histoire, c'est la mise en place d'un SIAP. Un SIAP, c'est un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Aujourd'hui, celui à l'échelle, donc on a un SIAP à l'échelle de la ville de Soissons, qui est à l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes, dans le logis de l'abbé, juste à droite, quand vous rentrez à l'abbaye, qui est un lieu d'exposition pour sensibiliser justement tout le patrimoine dans sa diversité, qui a ouvert ses portes en 2007, si je ne me trompe pas, c'était le premier de Picardie. Oui, c'était le premier de Picardie à Soissons. Et donc aujourd'hui, qui est uniquement à l'échelle ville. Quand demain nous serons labellisés Pays d'art et d'histoire, il faudra qu'on réfléchisse tous ensemble à la création d'un SIAP à l'échelle du Pays d'art et d'histoire, qui devra être bien plus grand que notre espace d'exposition aujourd'hui. Donc voilà, messieurs, dames. Merci. Très intéressant. Et en candidature, ça fait 2 ans. On a travaillé sur cette candidature. On a déjà gravi 2 grosses étapes avec la DRAC qui ont été validées. Et là maintenant, on va commencer la rédaction, l'écriture